Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Ce nom rappelle les grandes heures de la diplomatie française. Pour les plus avertis, il évoque aussi un grand seigneur, débauché mais flamboyant, adulé par les uns mais honni par les autres. Un tel personnage complexe et controversé avait tout pour devenir un personnage de roman, voire de cinéma. Mais qui était vraiment ce personnage, qui fut évêque d'Autun avant de devenir diplomate ? Et en quoi son action a-t-elle marqué l'histoire de France entre la Révolution et la Restauration ? Nous revenons aujourd'hui sur une période des plus mouvementées de l'histoire de France à travers la vie de Talleyrand, en compagnie de Cédric Delaunay, agrégé d'histoire, que nous saluons. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. La famille de Talleyrand-Périgord, c'est une famille de princes, une grande famille de l'aristocratie française. Oui, c'est une grande famille de l'aristocratie française et comme toute grande famille de l'aristocratie française, elle délègue des responsabilités à ses enfants qui se confondent avec les deux classes principales, à savoir la charge militaire d'un côté, la charge religieuse de l'autre. Alors généralement, la charge militaire revenait à l'aîné. À l'aîné, oui. Et donc là, en l'occurrence, Charles Maurice, qui naît le 13 février 1754, donc à Paris, est l'aîné. Donc Oui. il doit devenir militaire. Il avait un grand frère, mais qui est mort très prématurément, et donc il aurait dû embrasser une carrière militaire. Sauf que, à l'âge de 4 ans, il aurait un accident. Alors, il y a beaucoup de controverses sur la question, mais il est victime d'un accident alors qu'il est tout jeune enfant et qu'il est en nourrice. Il serait tombé et serait enclenché effectivement un phénomène où il aurait un pied-bot, donc un pied-bot qui l'oblige à boiter, et donc ce boitement effectivement est incompatible avec une carrière militaire, et donc ses parents le réorientent vers une carrière religieuse pour laquelle il semble avoir peu d'affinité. Alors bien sûr, il va franchir tous les caps. Il est formé au séminaire de Saint-Sulpice. Il reçoit l'ordination sacerdotale en 1779. Toutefois, a priori, c'est pas la question religieuse ne lui tient pas trop à cœur, et dans cette première carrière, effectivement, il se distingue surtout par des talents administratifs, ses relations, hein, et c'est un homme de communication, comme on dirait aujourd'hui, et de relations publiques. Et en 1780, il devient agent général du clergé de France. Alors c'est une fonction très importante, hein, qui consiste à représenter les intérêts financiers et politiques de l'Église, qui sont bien sûr colossaux, auprès du roi et du gouvernement. Et donc c'est là qu'il va effectivement se frotter à la cour, à tous ces fiels de la cour et à tous ces jeux de cour qu'il aime particulièrement parce qu'il peut bien sûr y faire briller son esprit, hein. C'est un homme d'esprit qu'on verra, connu bien sûr pour ses bons mots assassins. Oui, donc on voit déjà un homme de relation, un homme d'entre-gens, un homme qui aime naviguer dans les hautes sphères en fait, hein, et qui a des contacts en fait. Et qui a des contacts, c'est ça qui le caractérise, mais c'est aussi un homme de conviction, ce n'est pas seulement un mondain, c'est aussi quelqu'un qui est connu pour ses sympathies libérales. Donc ça fait partie de cette aristocratie éclairée qui, dans les salons, effectivement, vont fréquenter les pensées des grands philosophes des Lumières. Et donc, même s'il est un homme d'église, même s'il est issu d'une grande famille aristocratique extrêmement riche et puissante, il fait partie de cette haute aristocratie qui va se frotter à ces idées nouvelles. Il lui manque une charge pour la consécration, pour être véritablement à l'accomplissement d'une carrière ecclésiastique. Oui, quand on est noble, effectivement, on pense plutôt aller vers des postes élevés. D'ailleurs, les postes élevés sont confisqués par la haute aristocratie, et c'est ainsi qu'il devient évêque d'Autun en 1789.
Alors, Autun, c'est pas le plus grand diocèse que l'on peut rêver. C'est cependant un poste de prestige qui lui offre quand même une belle source de revenus. Alors, c'est pas le plus prestigieux, mais très clairement, cette titulature joue un rôle dans les États de Bourgogne, et donc il appartient à l'épiscopat du royaume. C'est ce qu'il cherchait, hein, essentiellement. Tout à fait. D'autant plus qu'Autun, c'est un vieil évêché, hein, un vieux diocèse, donc il a tout le prestige de cette antériorité. Et 1789, mais il se passe des événements en 1789. Eh oui, il se passe des événements dès 1788, en En fait. fait, Le roi de France, Louis XVI, convoque les États généraux. Donc, cette convocation des États généraux suppose des élections dans les 3 ordres. Et le clergé doit envoyer des députés à Versailles pour discuter des problèmes que rencontre la monarchie, notamment les caisses du royaume qui sont vides. Alors, il est élu député du clergé, et donc, en mai 1789, on le retrouve à Versailles pour l'ouverture des États généraux. les députés du clergé donc sont, comme leur nom l'indique, des religieux, et certains vont assez rapidement soutenir, voire épouser les thèses du tiers-état, et les thèses parfois assez avancées. On pense à Sieyès, on pense à certains clercs qui L'abbé Grégoire, et par l'abbé exemple. Grégoire, bien sûr, oui, qui vont se diriger vers d'autres ordres que le leur. Oui, parce que là aussi, il faut sortir des discours simplistes montrant un tiers-état en but direct avec les députés du clergé de la noblesse. Au sein du clergé de la noblesse, il y a bien sûr une base conservatrice qui refuse les évolutions, notamment sur la question des privilèges. Mais la lutte qui va se mettre en place, une lutte très simple, hein, c'est un problème purement comptable. Doit-on voter par tête ou doit-on voter par ordre? C'est-à-dire qu'un ordre vaut-il une voix, ou chaque député représente-t-il un vote? Alors, bien sûr, si on s'oriente vers un vote par ordre, il est clair que la majorité conservatrice des ordres privilégiés va amener à une lutte à 2 contre 1, et donc on va avoir un conservatisme qui n'envisage aucune réforme profonde du système d'Ancien Régime. A contrario, si on vote par tête, parce qu'il y a eu un doublement des députés Du du tiers-état. tiers-état, si vous mettez les députés du tiers-état qui sont à une écrasante majorité favorable à, par exemple, l'abolition des privilèges, à des changements assez radicaux dans l'organisation sociale, voire politique, mais ça c'est plus discuté, ils vont bénéficier du soutien d'un certain nombre de députés issus de la noblesse, alors parfois de la haute noblesse. Justement, c'est cette haute noblesse qui s'est orientée vers une orientation plus libérale, alors que souvent la petite noblesse ruinée, tout ce qui lui reste c'est les privilèges, et donc ils hésitent à 2 fois avant de toucher à ça. Eh bien, on retrouve la même chose dans le clergé. On a une partie du clergé, on a évoqué Sieyès, bien sûr, hein, et l'abbé Grégoire, et eh bien, on va retrouver Talleyrand. Alors, oui, parce que la prononciation, Voilà, il y a eu un débat. Talleyrand, 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 les différentes prononciations se retrouvent. Donc, nous présentons par avance nos excuses aux puristes, hein. Nous resterons sur Talleyrand ou Talleyrand, la prononciation la plus classique. Oui, donc la crise sur le mode de scrutin des États généraux va prendre de l'ampleur, et elle va dégénérer dans une crise avec le roi qui, au début du mois de juin 1789, va renvoyer les États généraux chez eux. Donc on connaît la suite, hein, le serment du jeu de paume, le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France, et le 26 juin, donc quelques jours plus tard, Talleyrand décide de rejoindre le tiers-état. C'est quand même exceptionnel, parce que c'est un prélat. Ce n'est pas un curé Oui, c'est pas un simple curé, on Voilà. n'est pas dans le bas clergé, on est dans le très haut clergé. En plus, ses origines nobiliaires le présentent comme un élément en rupture. Et donc là, on a sans arrêt ce personnage qui est à la fois, j'allais dire détestable, enfin, il y a tout un tas d'éléments qui nous troublent dans son comportement, dans sa façon d'être, etc. Mais il a cette constance, cette capacité en fait à aller contre les faits établis, à être capable de renverser la table. Et là, on a quelqu'un qui saisit l'histoire à bras-le-corps et qui comprend en fait ce qu'il faut faire. Souvent, Talleyrand, alors on va avoir l'occasion d'en reparler, il est vu comme une girouette, un opportuniste, un mondain qui aime faire les bons mots, qui trahit tout le monde. Mais
Alors on en reparlera peut-être à la fin, en conclusion, mais moi je le vois plutôt comme quelqu'un qui a une constance. Alors il avait une phrase il disait, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et lui, il avait une constance, c'est-à-dire que c'est un libéral. C'est un vrai libéral dans le sens premier. Il refuse l'immobilisme de l'Ancien Régime. Il est contre les phénomènes démocratiques. C'est quelque chose qu'il n'a pas intégré, mais c'est un vrai libéral au sens de la philosophie des Lumières, au sens des libertés. Et donc, son idée, c'est de consolider le plus possible un pouvoir qui s'oriente vers cela. Et donc, il va participer activement à toute cette dimension libérale. Et quand il est en but avec ce pouvoir, même s'il en fait partie, eh bien, il le combattra. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. La suite dans les idées, c'est effectivement une marque de fabrique de Talleyrand. D'ailleurs, une de ces idées, une de ces marottes, je dirais, va l'amener très loin et va amener la Révolution très loin, puisque dès le mois d'octobre 1789, alors que le roi et la reine viennent depuis quelques jours à peine d'être ramenés à Paris, Talleyrand va faire une action au sujet des finances du royaume. Et il considère que les finances du royaume sont dans un tel état qu'il faut utiliser les grands moyens pour pouvoir renflouer les caisses du royaume. Et quelques temps plus tard, ces grands moyens, quels vont-ils être? Eh bien, qui possède la terre? Qui possède la richesse en France? L'Église est le plus grand propriétaire terrien du royaume et de loin. Et là, Talleyrand va proposer un décret qui s'appelle le décret des biens du clergé mis à la disposition de la nation, qui contredit un point fondamental de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à savoir l'article 17, le droit de propriété, qui fait que ce droit de propriété est, je cite, inviolable et sacré. Mais il dit, ah ben oui, mais l'Église, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et donc il va revenir sur ce point, et il va convaincre l'Assemblée de voter, alors ce qu'on a appelé, alors le terme n'est pas neutre, la confiscation des biens du clergé. À 568 voix contre 346, il, en fait, accapare la plupart, alors pas tout, hein, loin de là, très loin de là, la plupart des biens du clergé qui vont être mis aux enchères. Ah oui, pas de réforme, pas de réforme agraire. Hein. Tous ceux qui rêvaient du grand soir et de la redistribution des terres en sont pour, pour leur compte. Non, ils vont être mis aux enchères, alors ce dont vont profiter toute une bourgeoisie, voire une partie de la noblesse, qui vont racheter des terres à pas très cher. Alors ça, on renvoie sur, bien sûr, les romans de Balzac avec les pères Grandet, les pères Goriot qui vont se gaver de terres achetées à bon prix. Et ce qui va permettre de renflouer les caisses, notamment par le mécanisme des assignats. Alors ça fonctionnera pas forcément très bien, mais on a là une vraie volonté de résoudre la cause qui a, tout compte fait, provoqué la crise politique. Louis XVI, quand il convoque les États généraux, ce n'est pas pour établir une constitution, changer la nature du pouvoir, abolir les privilèges. Non, il veut résoudre une crise fiscale. Et là, tout compte fait, la crise financière, la crise de dette de l'État, eh bien, c'est Talleyrand qui va en partie la résoudre grâce à cette confiscation des biens du clergé. Mais attention, si on enlève à l'Église les moyens financiers de son action sociale et de la rémunération de son personnel, eh bien, il faut prévoir une compensation. C'est ainsi que, par exemple, les prêtres deviennent, tout compte fait, des salariés de l'État, puisqu'ils vont toucher 1200 livres par an, alors qu'avant, ils touchaient la portion congrue, c'est 750 livres par an, alors ça faisait pas lourd, hein. Et donc, on voit que le sort des prêtres s'améliore d'un point de vue matériel par une hausse considérable de leurs revenus. Et par ailleurs, l'État va prendre en charge l'assistance aux pauvres et les hôpitaux. Donc là, on a un phénomène, tout compte fait, de laïcisation des fonctions sociales de l'Église, qui jusque-là était assumée par l'Église et qui désormais, dans l'imaginaire collectif, sont transférées à l'État. Alors bien sûr, pour la majorité, pour pas dire la quasi-totalité des gens d'église, et pour une large partie de la noblesse, c'est un acte impie. Enfin, c'est sacrilège. Et donc là, on voit un homme qui n'hésite pas à rompre avec son milieu social, son milieu d'origine, pour, tout compte fait, faire avancer ce qui lui semblait
normal, bon pour le sort du pays. Alors, comme il est boiteux et qu'il a un pied beau, c'est là que ses ennemis vont le traiter de diable boiteux, en y voyant une incarnation diabolique, luciférienne, parce qu'effectivement, il a ce handicap physique qui va faire beaucoup dans le discrédit que ses adversaires jettent sur lui. Oui, il n'en faut pas plus pour que sa légende noire prenne racine, et elle est très loin d'être terminée, cette Ah oui, légende noire. il y a quelques épisodes que l'on va voir. Ouais. Alors, nous avons la fête de la Fédération. Et alors, avant la Avant. fête de la Fédération, on va terminer sur le clergé, puisque la confiscation des biens du clergé va s'accompagner de la constitution civile du clergé et de la notion de prêtre jureur, hein, jurer fidélité à la Constitution. Talleyrand va prêter serment et il va encourager justement le fait de prêter serment pour les prêtres et les clercs français. Tout ça, donc, ça nous amène le 14 juillet 1790 à un événement qui devrait être un événement fondamental, un événement d'union nationale, hein, qui est la fête de la Fédération. Et pendant la fête de la Fédération, Talleyrand joue un rôle particulier. Alors, il joue un rôle particulier. Les deux stars, si vous me permettez cet anglicisme, c'est Lafayette. Donc, c'est le général en chef de la garde nationale. C'est lui qui devient l'homme fort, politiquement parlant, qui mène cette fête de la Fédération, qui regroupe autour de la famille royale la population parisienne, les députés de l'Assemblée, ainsi que des représentants des départements. Et devant une foule considérable, il y a plus de 300 000 personnes, Lafayette fait prêter serment à la population, prêter fidélité à la loi, à la nation et au roi, et il fait prêter serment à Louis XVI, devenu roi des Français, d'être fidèle à la nation et à la loi. Et bien sûr, il y a une caution divine. Et la caution divine, qui la représente? Je crois que c'est l'évêque d'Autun, non? C'est l'évêque d'Autun qui est là. Et il n'est pas très à l'aise, notre ami Talleyrand, parce qu'il était, on va dire, en délicatesse avec les rites. avec les rites, avec tous les petits détails du rite qu'il n'avait pas beaucoup pratiqué. Et il aurait dit, alors le mot est peut-être apocryphe, mais il vaut quand même le détour. Quand il croise Lafayette alors qu'il s'apprête à donner la messe, il dit à Lafayette, par pitié, ne me faites pas rire, d'accord? Donc, montrant qu'il n'était pas très à l'aise avec la chose religieuse. Il est d'autant moins à l'aise avec la chose religieuse qu'il va mettre un peu bas les masques en janvier suivant, en janvier 91, puisqu'il démissionne de sa charge épiscopale. Donc, il n'aura été un évêque d'Autun que très bref. Et je me demande même s'il a eu l'occasion d'aller souvent de célébrer quoi que ce soit à Autun. Ça, je ne sais pas, mais évidemment, c'est peu probable. Son rapport avec Autun est assez lointain. Et donc, il continue sa carrière politique. Cependant, l'orientation de la Révolution qui bascule en fait avec la tentative avortée de fuite du roi et la montée en puissance d'un courant républicain, la montée en puissance des sans-culottes à Paris, font que l'orientation qui s'accélère également avec la guerre qui est déclenchée au printemps 1792, ne satisfait pas un personnage très modéré comme Talleyrand. Lui qui était favorable à une monarchie constitutionnelle, qui était favorable effectivement à mettre fin à la Révolution. La Constitution aurait dû mettre fin à tout cela. La fête de la Fédération aurait dû être la finalité de ce mouvement révolutionnaire. Il est dépassé par les événements. Et donc, dépassé par les événements, il sent que ça tourne vinaigre dès 1792, sauf qu'il est très prudent. Il ne veut pas apparaître comme un émigré. Émigrés, ce sont ces nobles et ces membres du clergé qui fuient la France au moment de l'accélération du phénomène révolutionnaire, parce que quand on est un émigré, eh bien on perd tous ses biens personnels sont confisqués, et ça il ne veut pas. Donc c'est un homme prudent, et donc il va négocier avec Danton, dont on va dire que l'honnêteté n'est pas forcément la qualité première. Personnage, alors voilà, dans le genre personnage corrompu, trouble, voilà, gouailleur, ils ont dû peut-être bien s'entendre les deux. Et il obtient de Danton un poste en Angleterre pour parfaire le système métrique. Et donc, s'il part en Angleterre en 1792, c'est avec la caution du pouvoir. Sauf que, bien sûr, il sait que ce voyage n'est pas de courte durée, et bien sûr, le procès du roi, puis l'exécution du roi, puis les événements de Vendée, puis la mise en place, alors entre guillemets, de la terreur, on pourrait discuter longtemps sur le terme et la réalité des choses, mais fait que il y a pour lui un risque évident de retourner en France, donc il reste d'abord en Angleterre, puis très rapidement va aux États-Unis, où là,
il va pas mener une carrière de prêtre, hein, surtout de spéculateur foncier. Il achète, il revend, il se sert de son entre-gens pour s'enrichir. Donc voilà, un personnage très trouble. Et il va négocier avec le Directoire son retour en 1796. Donc là, il y a une éclipse de 4 ans hein, où il disparaît du paysage politique français. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc il fait intervenir ses relations, hein, notamment Madame de Staël, pour le faire revenir dans les grâces de la République. Mais c'est une République qui a bien changé, puisque nous sommes dans la période thermidorienne et Robespierre a été exécuté, la terreur a pris fin, nous nous acheminons tout doucement vers le Directoire et le climat est beaucoup moins malsain pour les émigrés, que ce soit de vrais émigrés ou des émigrés d'apparence comme Talleyrand. Donc il quitte les États-Unis effectivement en juin 96 et il rentre en France pour une carrière qui désormais va changer de braquet, je dirais. Alors oui, là très clairement, on a un homme qui fréquente les premiers cercles du pouvoir et qui va œuvrer à cette république qui est à la fois une république conservatrice. Donc on est face à une république qui prône un suffrage censitaire, par exemple, ce à quoi il est favorable. Qui prône des valeurs libérales. Alors, il y a toute une œuvre juridique et législative du Directoire qu'on a oubliée, parce que le Directoire, on a retenu surtout l'instabilité politique, les coups d'État à répétition, les éliminations d'adversaires et les annulations d'élections dont le résultat ne plaisait pas au pouvoir. Mais il y a une œuvre législative extrêmement importante. Et donc, il va rentrer dans cela jusqu'au moment où il sent que ce régime est un peu à bout de souffle. Et il est nommé ministre dans ce régime et je ne résiste pas au plaisir de vous donner une de ces citations qui nous donne son état d'esprit. Il dit à Benjamin Constant, donc une fois qu'il est ministre, une fois qu'il est en place, il dit « Nous tenons la place. Il faut y faire une fortune immense, une immense fortune. » On voit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, n'est-ce pas ? C'était bien un bon chrétien, donc. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc là, il est ministre. Le Directoire va finir par s'étioler et disparaître un certain 18 Brumaire, et arrive sur la scène un nouveau personnage avec lequel Talleyrand va devoir composer. Il va devoir composer et il doit composer dans un équilibre instable. C'est-à-dire que il faut pas oublier la ligne de conduite de Talleyrand. Il veut un régime libéral, d'un homme modéré. Et donc, il voit dans Napoléon, alors consul, un moyen de stabiliser une république, effectivement, qui était extrêmement désordonnée. Et donc là, il voit un moyen de stabiliser le pouvoir pour garantir les intérêts de la France en tant que pays et d'un idéal politique qu'il poursuit. Il va rentrer à son service dans différentes fonctions, notamment diplomatiques, de très haut niveau, mais il s'inquiète assez rapidement des tournants autoritaires d'un Napoléon, de ses ambitions expansionnistes qui échappent à un homme comme Talleyrand. Et son objectif à Talleyrand, c'est un rapprochement avec l'Autriche. Pour lui, la garantie d'une stabilité européenne, c'est un rapprochement avec l'Autriche. Et donc, comment faire pour rapprocher la France de l'Autriche ? Eh bien, c'est de mener une politique matrimoniale. C'est de mener une politique matrimoniale. Sauf qu'il y a un problème, c'est que Napoléon est marié. Ah oui, à une certaine Joséphine, je crois. À une certaine Joséphine de Beauharnais, ex-femme d'Alexandre de Beauharnais, président de l'Assemblée nationale. Et il va falloir obtenir la rupture de ce mariage afin de pouvoir, effectivement, faire que Napoléon convole en juste noces avec Marie-Louise d'Autriche. Et donc, ce qui fait, alors je ne suis pas spécialiste des relations de famille, mais Marie-Louise d'Autriche, par rapport à Marie-Antoinette, a une relation directe. Petite nièce. Ça va être une petite nièce, ce qui fait que Louis XVI et Napoléon Ier ont une parenté matrimoniale. Et donc là, on voit en fait, à travers, c'était juste pour la blague ça, c'est de montrer en fait la constance de la politique. La constance de la politique, c'est quel que soit le changement de régime, il faut une alliance stabilisant les deux grandes puissances militaires terrestres
de l'époque, l'Autriche et la France, pour garantir une paix. Une paix qui doit être favorable aux intérêts économiques français. Et cette paix, cette stabilité, de toute façon, est là encore un fil conducteur de sa pensée, puisque dès 1804, Talleyrand est un grand animateur du courant de pensée qui veut que l'empire qui va se créer, qui est en train de se créer, devienne héréditaire. Hein. Cette hérédité, c'est un signe de stabilité. Stabilité, donc, vous mettez après comment dire, les idées de prospérité, les idées de libéralisme qu'il peut y avoir derrière. Et effectivement, c'est le tournant autocratique du pouvoir de Napoléon qui va l'en éloigner, mais en aucune façon il n'est un opposant au régime fondamentalement, puisqu'au départ il devient grand chambellan, d'ailleurs grand chambellan de l'Empire, il est comblé d'honneur, devient prince de Bénévent, ce qui est un honneur absolument énorme, mais il n'hésitera pas à s'opposer frontalement à Napoléon, ce qui est quand même relativement rare dans l'entourage de l'empereur, et deux, à avoir des comportements que l'on pourrait qualifier de duplicité avec notamment Metternich, avec l'Autriche. Oui, en 1808, Napoléon est parti en Espagne, où l'armée française est confrontée à une révolte, à partir du 3 mai, la fameuse révolte du 3 mai avec le tableau de Goya, etc. Et une rumeur circule à Paris comme quoi Napoléon aurait été tué en Espagne. Et là, on voit Talleyrand œuvrer dans l'ombre pour planifier une régence de Joséphine, qui est donc la femme de Napoléon, avec l'appui de Fouché. Napoléon, apprenant ce qui se trame à Paris, rentre dardard à Paris. Et alors, l'échange est resté entre eux, mais pendant une demi-heure, il lui a passé un savon, mais terrible, en lui reprochant sa duplicité, ses rapports avec Metternich, le Premier ministre, enfin le chancelier autrichien. Et Napoléon aurait dit à Talleyrand, vous êtes une merde dans un bas de soie. Alors là, on voit deux mondes qui se confrontent parce que Talleyrand fait partie quand même de cette vieille noblesse, de cet esprit de cour. On a de l'esprit, de la pondération. Alors ça n'empêche pas le fiel et les affrontements, mais on a une constance, etc. Et de Napoléon, il voyait ce petit Corse brutal, et donc on voit deux hommes qui appartiennent en fait à deux milieux très différents. Mais Napoléon lui-même, dans ses mémoires, reviendra souvent sur sa basse extraction. C'est de la petite noblesse corse, mais il reste quand même plus populaire pour un Talleyrand qu'un grand seigneur de son rang. Et il dira clairement que ça a été un des grands défis de son règne, de s'imposer à des grands seigneurs comme Talleyrand, qui ont du mal à accepter cette extraction de bas étage, en fait. Mais Napoléon sait qu'il a besoin d'un Talleyrand, parce que normalement, après ce coup-là, en 1808, normalement, il aurait dû lui faire la peau. Alors Fouché, qui lui aussi était un homme plus direct, il a dû vraiment courber la tête, tandis que Talleyrand, pas du tout. Talleyrand, il continue à faire la cour, à être présent à la cour, etc. Et il est insubmersible. Ouais. C'est incroyable, il est insubmersible. Normalement, il aurait dû couler 10 fois, mais il a un entre-gens, il a des relations qui lui permettent d'être et de devenir indispensable à tous les pouvoirs. Et c'est comme ça que, après la campagne de Russie, puis les désastres militaires de 1813, lorsque la fin de règne s'annonce, eh bien, il n'hésite pas à trahir. Mais le trahit-il vraiment ? En fait, il dit qu'il ne se trahit pas lui-même. Oui. Il trahit le pouvoir de Napoléon, mais en fait, pour ne pas se trahir et trahir son idéal. C'est une histoire de vent et de girouette. Finalement. C'est une histoire de vent et de girouette. Ouais. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et comme le vent tourne, il va se rapprocher tout à fait naturellement du nouveau venu sur la scène politique française, qui est Louis XVIII, comte de Provence, qui, après la défaite et les adieux de Fontainebleau de 1814, donc prend le pouvoir à Paris pour une première restauration qui sera finalement assez éphémère. Et oui, parce que le problème, c'est que Napoléon a été placé à l'île d'Elbe. Marie-Louise a obtenu, par son entre-gens, de sauver la tête de son impérial mari, et il est à l'île d'Elbe pour un exil qui est censé être définitif, sauf que on voit mal Napoléon faire des mots croisés tranquillement jusqu'à la fin de sa vie près de sa Corse natale. Il rentre, alors c'est les fameux vols de l'aigle, alors pendant les 100 jours, où Louis XVIII se replie piteusement à Bruxelles avec sa cour et ses fidèles, mais qui reste à Paris ?
Talleyrand, il reste Oui. là et il se remet au service de Napoléon. Mais il est indispensable. De toute façon, c'est l'homme qui, à l'époque, connaît le mieux la diplomatie européenne. C'est l'homme qui a toutes les cartes en main. On comparait c'est sa façon de faire de la politique à une partie de whist, hein, ce jeu de cartes d'origine anglaise. Et effectivement, Talleyrand, c'est ça, c'est un joueur de whist et il a les cartes en main. Et donc, comme il disait, le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie. Ça va faire partie, ouais. donc voilà. Et donc, Waterloo. Oui, mais pendant ce temps-là, Talleyrand avait déjà été envoyé à un certain congrès de Vienne. Et ce congrès de Vienne, finalement, c'est l'apothéose de sa carrière. Qu'est-ce qu'il fait au congrès de Vienne? Quelle est son action? Alors, le congrès de Vienne. Ce congrès de Vienne s'inscrit dans une nouvelle phase diplomatique qui a pris naissance au milieu du XVIIe siècle. Jusque-là, les traités de paix, le droit du vainqueur, le vainqueur impose au vaincu des normes en lui prenant une partie de son territoire. Point. À partir des traités de Westphalie, il y a l'idée que pour résoudre durablement les effets d'une guerre, pour éviter qu'un nouveau conflit ne ressurgisse, il faut, associer le vaincu aux négociations. Alors bien sûr, il n'est pas à égalité, c'est un vaincu, mais il doit être associé aux discussions afin de trouver une sortie honorable et acceptable par le vaincu. Et l'autre élément, c'est d'identifier clairement les causes qui ont conduit à la guerre et de répondre à ces causes. Or, Talleyrand, que dit-il à Metternich et aux Alliés? Il leur dit: ah, si vous voulez nous massacrer, allez, les Espagnols voulaient prendre le Roussillon, bah prenez le Roussillon. Les Prussiens voulaient prendre l'Alsace, les Autrichiens à partir des Pays-Bas, vous voulez nous manger la Flandre, etc. Mais allez-y, faites-le. Sauf que, qu'est-ce que ça va provoquer? Une future guerre. Une future guerre. Forcément, vous allez avoir un gouvernement républicain, un nouveau Napoléon, qui va arriver et qui va appeler dans un élan de revanche nationale, avec l'appel à la Marseillaise, un peuple en armes, qui va vous foutre dehors. Et vous allez avoir une guerre. Et il n'est pas sûr que cette guerre, vous la gagnez. En tout cas, vous y perdrez beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes et beaucoup de temps. Et il dit la cause de la guerre. Alors, la cause de la guerre, il faut remonter en fait à 1792. La France est en guerre depuis 1792. Qu'est-ce qui a provoqué la guerre? Les causes ne sont pas des causes territoriales, ce sont des causes politiques. Il y avait un affrontement entre une France qui portait des valeurs révolutionnaires, on est dans une guerre idéologique, et des puissances alliées européennes qui refusent l'extension de ces valeurs et veulent conserver leurs valeurs autoritaires, réactionnaires, ce que vous voulez. Et donc, ce qu'il faut, c'est résoudre la question politique. Et dit Talleyrand, avec Louis XVIII, on répond à cette question politique. On remet en place un pouvoir qui va allier un pouvoir monarchique, plus ou moins modéré, plus ou moins autoritaire. Avec une charte dont il est l'un des principaux bâtisseurs. Alors, une charte qui n'est pas une constitution, une charte qui est une concession royale, octroyée par le roi, bien octroyée par sa gracieuse majesté, qui accepte d'accorder quelques libertés publiques afin de faire une alliance en fait entre les monarchistes orléanistes, voire les républicains les plus modérés, et les monarchistes bourbons traditionnels. Et il dit ça, c'est un gage de stabilité politique intérieure qui fait que la France ne se réengagera pas à court, moyen, voire long terme dans un conflit extérieur. Et donc, vous avez une tranquillité. Donc, n'allez pas saper ça par des appétits territoriaux qui, non seulement ne résoudront rien, mais en plus provoqueront un conflit. Bien sûr. Et il est tellement actif au congrès de Vienne, il se rend tellement insupportable aux différentes délégations étrangères que Metternich a un mot qui est assez amusant en parlant aux autres ambassadeurs. Il dit mais nous n'aurions pas dû l'inviter, nous aurions mieux fait de régler nos affaires entre nous. Voilà. Donc ça prouve au moins son efficacité, ça prouve le rôle central qu'il joue dans ce congrès et qu'il joue pour finalement que la France conserve son intégrité territoriale, conserve finalement son autonomie politique, puisque nous avons une invasion militaire, mais qui n'est que de courte durée, et que petit à petit, notamment grâce à Louis XVIII, notamment grâce à l'intervention d'Espagne en 1823, la France retrouve son rôle, un rôle, je dirais presque apaisé dans le jeu des nations. Et donc ce personnage, il va rentrer dans l'histoire sous une image extrêmement ambiguë. Alors, ce n'est pas un hasard si cette image est reprise par Sacha Guitry, qui se trouve de nombreux points communs avec Talleyrand, et dans son film Le Diable boiteux,
le remet à l'honneur, justement comme ce personnage ambigu. Alors il y a De Vareskel qui a fait une très belle biographie là-dessus, hein, donc l'un de nos très grands historiens. Et en cinéma, je pense aussi au Souper, où Claude Rich joue avec beaucoup de nuances et de tact et de finesse, comme il savait le faire, ce personnage double face à Claude Brasseur qui incarne un Fouché brutal, brut de décoffrage. Et là, on voit ce Talleyrand matois qui sait le caresser, mais tout à des moments en lui tordant le poignet, et finalement réussit à remporter ce duel entre le vice Et le crime. et le crime. Et je vous renvoie bien sûr aux Mémoires d'Outre-Tombe. Ouais, et donc je disais en introduction de cet entretien que c'était un véritable personnage de littérature et de cinéma, et donc effectivement il le fut. Il a fasciné les créateurs, il a fasciné les historiens, il a fasciné les observateurs, il a fasciné à la fois par son esprit, par sa capacité à être insubmersible malgré les changements de vent et de régime. Il a fasciné par son faste, le château de Valençay notamment. Il a fasciné par sa vie privée complètement dissolue, un mariage qui s'est mal terminé. Donc ce personnage est un personnage central de l'histoire de la Révolution, et plus encore de l'Empire et de la Restauration. Il meurt en 1838, donc il aura traversé X régimes depuis la monarchie constitutionnelle et même la monarchie absolue, puisqu'avant 1789 il était déjà en action, jusqu'à Louis-Philippe. Donc un personnage fascinant s'il en est, que je vous remercie d'avoir évoqué aussi brillamment à notre micro, et je vous renvoie pour en savoir plus sur Talleyrand et sur beaucoup d'autres sujets aux grandes dates de Bourgogne que vous trouverez dans toutes les bonnes maisons de la presse et librairies. Il me reste à vous remercier, Cédric, pour ce passionnant voyage au pays de l'évêque d'Autun. Merci Eric. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.